Nous sommes dans notre troisième panel et le tout dernier. Dans ces panels, nous aurons 5 interventions. Avant de poursuivre, je vais passer la parole à notre frère Aboubacar, Monsieur Monton plutôt, pour une brève introduction. Merci, Monsieur le Président. Donc, je suis Paul-André Breton, je suis magistrat français, je suis premier président de la Cour d'appel de Rouen. Donc, on m'a demandé, et je le fais avec plaisir, de faire quelques mots d'introduction pour lancer le débat et lancer les échanges dans ce panel. Je voulais dire, Monsieur le Premier Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers collègues, le plaisir que j'ai à être ici. Je pense que si j'étais invité, et je remercie le ministre de la Justice du Royaume du Maroc d'avoir pensé à moi, c'est parce que j'ai participé à l'automne dernier à une action de formation destinée aux chefs de cour et chefs de juridiction, donc à Tanger et à El Jazeera. J'en profite pour saluer tout particulièrement les chefs de cour et de juridiction que j'avais rencontrés à cette occasion et que j'ai revus dans la salle. Donc on m'a demandé de faire une introduction, et alors l'intérêt de passer en dernier dans ce genre d'exercice, c'est que finalement un certain nombre de choses ont déjà été dites au cours des ateliers précédents, donc ce qui me permettra d'aller encore plus vite. Je pense qu'il est inutile de rappeler que si la justice est une institution plurimillénaire, elle est confrontée aujourd'hui dans ses traditions et dans ses fonctionnements à une modernisation de la société qui la questionne. À une époque, effectivement, où le World Wide Web régit les rapports entre individus, le niveau de l'exigence du justiciable s'est accru dans des proportions considérables. La justice était une institution respectée et incontestée. Elle tend parfois aujourd'hui à s'inscrire dans un rapport de consommation à la hauteur du besoin de justice qu'elle suscite et donc de la soif de résultats qui en découle. Elle est ainsi questionnée dans sa capacité à évoluer pour mieux satisfaire les attentes des justiciables, mais sans pour autant perdre de vue ses valeurs fondamentales. Notamment, elle est questionnée sur sa rapidité d'exécution dans une société devenue impatiente, mais aussi sa capacité à traiter de plus en plus de situations face à une exigence d'accès aux juges qui se développe, face à l'émergence de contentieux de masse et à l'expansion des actions de groupe, par exemple, et aussi face à une circulation de l'information qui permet aux justiciables de s'informer et de se comparer, renvoyant alors à ce qui, dans l'idée de justice, fait référence à la notion d'égalité de traitement. Le tribunal numérique, puisque c'est le sujet qui nous occupe en cette fin de journée, ne m'apparaît répondre à ce souci d'efficacité, répondre à ces enjeux, que si diverses conditions sont remplies. Et je vais lancer quelques idées qui seront peut-être reprises par l'un ou l'autre des intervenants. Certaines ont déjà été évoquées, notamment dans le panel précédent par Jean-Paul Jean. Et ces idées, je pense, elles s'inscrivent dans le thème général du colloque, qui est l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais aussi la garantie des droits des justiciables et le respect des règles générales du procès. Donc l'indépendance de la justice, elle est essentielle, elle est conçue et elle doit être comprise pas dans l'intérêt du juge, mais dans l'intérêt du justiciable. Et c'est donc dans l'intérêt du justiciable, à mon avis, qu'il convient de s'assurer qu'il dispose d'un accès réel et efficient à son juge, quelles que soient les techniques mises en œuvre. Donc je pense qu'il y a d'abord une indépendance à l'égard de l'outil, en quelque sorte des prérequis techniques qu'il faut aborder. L'outil doit être au service de l'institution et non le contraire. Les points d'attention sont, à mon avis, les suivants.
Le tribunal numérique doit être au moins aussi accessible pour le justiciable que le tribunal non numérique. Il faut donc s'assurer que chaque justiciable disposera d'un accès concret et efficient à la juridiction, c'est-à-dire bénéficier d'une formation ou d'une assistance s'il n'a pas la formation pour manipuler l'outil informatique. Et le dispositif technique doit avoir un niveau de performance qui garantit un service égal à chacun. En France, il est parfois un peu difficile d'avoir une liaison téléphonique GSM mobile dans certains endroits. Donc, il faut imaginer un réseau judiciaire qui permette un accès à tous, partout. Le dispositif technique doit avoir un niveau de performance qui garantit un service égal à chacun. Ce sont des sujets qui vous concernent sans doute plus précisément. Le système retenu aussi, à mon avis, doit être évolutif pour pouvoir s'adapter aux évolutions du droit et de la société. Et je pense que le ministère de la Justice et la magistrature doivent conserver la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre du dispositif et ne pas se trouver dépendant d'un opérateur privé, a fortiori étranger. Mais le recours à l'outil numérique, dans un deuxième sens, suppose aussi des prérequis que je qualifie de juridiques. Il faut, à mon avis, se garder de confondre numérique et dématérialisation. J'entends bien que le tribunal numérique n'est pas le tribunal qui fonctionne avec des documents papier dématérialisés, ce que nous faisons actuellement. Donc, l'arrivée et la mise en œuvre du tribunal numérique implique, à mon avis, une refonte dans le sens général de la simplification des procédures en vigueur. C'est ce que j'appelle un prérequis juridique. Il suggère aussi, le tribunal numérique, une normalisation des formes dans le but de permettre un traitement numérique intégré et sans doute une formalisation du contenu des demandes dans le but de permettre d'appréhender facilement les situations nombreuses et variées. Mais le justiciable doit pouvoir conserver la possibilité d'exprimer complètement tous les aspects de sa situation, y compris ceux qui, a priori, ne rentreront pas très précisément dans les cases d'un imprimé ou d'un formulaire électronique qui aurait été préétabli. Ça, c'est, je pense, une véritable question. Et le juge doit disposer d'une totale liberté de décision. Et on a abordé un tout petit peu la question dans le panel précédent, lorsque Jean-Paul Jean nous a expliqué les réflexions de la CEPEJ autour de la justice prédictive. Une analyse poussée de la jurisprudence ne se conçoit en termes d'efficacité que si les algorithmes sont capables de retrouver dans les décisions des mots-clés, des formules clés, des présentations, des raisonnements clés. Sinon, les algorithmes vont se perdre dans les décisions si chaque magistrat rédige à sa manière, de sa façon, avec son vocabulaire. Donc je pense que l'un des risques aussi du tribunal numérique, c'est de formater, en quelque sorte, les décisions des juges. Et formater les décisions des juges, le précédent intervenant à propos du rôle des avocats a abordé un petit peu la question, me semble-t-il, c'est aussi formater la manière dont les avocats présentent leurs demandes au tribunal, pour que la question, que la réponse réponde vraiment à une question. Enfin, le tribunal numérique renvoie à la question de l'open data, et là je ne reviens pas sur ce que Jean-Paul Jean, dans le panel précédent, a exposé au sujet de la prévisibilité de la justice. Voilà ce que je voulais dire pour lancer un petit peu le débat, en insistant sur peut-être des craintes qu'on peut avoir. Et en tant que juge, j'ai la crainte, mais je suis prêt à envisager que le progrès permette d'aborder cette question du tribunal numérique avec, avec calme et avec pondération. Je suis inquiet que tout nouveau système doit assurer, garantir absolument un accès effectif du juge, du justiciable à son juge, quel qu'il soit. Voilà, Monsieur le Président, je vous rends la parole.
Merci, Monsieur Breton, pour cette introduction.